Alors, c'est bien de parler du dialogue social, c'est encore mieux de faire venir les partenaires sociaux. Ce qu'on a fait plusieurs fois lors de notre rencontre. D'ailleurs, je salue, il y a des Twitter qui s'activent beaucoup. Donc, je salue Jean-Luc, c'est Jérôme Chemin et Jean-Luc Morins. Et cette fois-ci, c'est un autre syndicat qui est à l'affiche. Alors, c'est important d'ailleurs, on parle de temps, ce temps du dialogue social, parce qu'on voit où ça nous mène. Quand on essaye d'aller trop vite, c'est qu'on a le temps après de la crise sociale. Et c'est un temps qui dure un petit peu trop longtemps. Donc sur ces sujets, j'aimerais bien que Gabriel nous rejoigne. Donc merci de l'accueillir. Il est président de la CFE-CGC à la métallurgie, ce qui est 35 000 personnes. Donc c'est à la fois un homme de dossier et un homme de combat. Et je suis content d'avoir un échange, je pense, qui sera sans tabou sur le dialogue social actuellement. Les réseaux sociaux ont été pas mal secoués, agités ces derniers mois par des hashtags qui portaient des crises sociales. Donc on a eu le hashtag pas de vague, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le mécontentement à l'éducation nationale. On a bien sûr, alors c'est presque le nouveau point Godwin, c'est les gilets jaunes. Et là-dedans, on a l'impression que les syndicats sont un petit peu absents, un petit peu perdus, voire je dirais déconnectés. Alors c'est encore plus flagrant quand vous essayez de revenir dans le jeu et que le Premier ministre vous indique que non, je pense qu'on va le faire directement avec les gilets jaunes. C'est quoi actuellement la difficulté des syndicats à être plus représentatifs et plus dans le jeu qu'il y a quelques années ? Alors tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que quand depuis un an et demi, on fait en sorte que tout ce qui fait obstacle au nouveau monde soit dégagé et que les organisations syndicales soient cornérisées, ringardisées, etc., c'est assez symptomatique de voir que, alors même que ceux qui essayent de faire cela sont repris par les réseaux sociaux, par cette forme d'organisation qui fait que d'un coup ils découvrent que ils peuvent faire la même chose mais dans l'autre sens. C'est un peu une leçon de l'histoire. On reprend le boomerang qu'on a envoyé, mais cette fois-ci on le prend dans la figure et d'un coup on se rappelle qu'il y a des organisations syndicales qu'il serait opportun d'inviter à venir écouter ce que l'on a à dire. Donc si je devais conclure sur ce sujet, je dirais que le temps du social n'est pas le temps de politique. Si on commence à partir de cet axiome, alors on commence à se calmer. Il y a deux choses, je crois que ça a été dit cet après-midi, qui me paraissent essentielles. Un, l'écoute. Deux, la confiance. Si on ne s'écoute pas, on ne se comprend pas. On ne s'entend pas. Si on ne s'entend pas, si on ne se comprend pas, il n'y a pas de confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de contrat. C'est vrai au niveau de l'entreprise, c'est vrai au niveau de la France. Donc voilà. Alors après, quand on est en crise, il faut essayer d'en sortir. Et je pense que ce qui se passe est quand même très très inquiétant, franchement. Je ne sais pas ce que ça va donner samedi prochain, mais c'est pas de nature A. Alors on peut dire, est-ce que ça vous a échappé, vous, organisation syndicale ? Oui, mais on a fait en sorte que, encore une fois, tout nous échappe. Donc bon, le résultat est là. Donc on va s'impliquer. Il faut absolument désamorcer cela. Il faut d'une manière ou d'une autre reprendre le temps pertinent nécessaire pour désamorcer cette crise et recréer les conditions du dialogue. Voilà. J'ai commis un édito il y a quelques jours en disant Make your social dialogue great again. C'était pour en faire un petit peu image à un autre discours entendu. Voilà, si on veut pas s'y atteler, alors après on fait semblant d'être surpris. Non, il n'y a pas de surprise. Alors, si je reviens sur les entreprises et la transformation digitale, tout ça a amené beaucoup plus de collaboratifs dans l'entreprise, mais peut-être moins de collectifs. Le flex office, le télétravail, tous ces changements vont plutôt vers un éclatement du collectif, et il n'est peut-être pas facile de tracter ou d'avoir les mêmes relations avec des personnes qui n'ont plus le rapport et qui n'ont plus les mêmes modes de travail qu'il y a quelque temps. Comment vous vous adaptez ? Alors d'abord, on se transforme.
nous aussi, dans les organisations syndicales, j'en dirai un mot. D'ailleurs, je vais sortir, c'est pas pour sortir mon petit appareil, parce que celui-là me suit partout, et je vous dirai pourquoi après. Non, la transformation digitale des entreprises, nous y sommes dedans. Il est absolument essentiel que les syndicats accompagnent cette transformation. Ce temps de gestation, à mon avis, qui est totalement déterminant, qui fait que si on prend ce temps-là nécessaire pour, c'est peut-être ce qui arrive d'ailleurs au niveau national, on pourrait faire le parallélisme des formes, alors après on gagne beaucoup de temps dans le déploiement. Quand on a perdu ce temps, ou quand on ne l'a pas pris au niveau de la gestation, alors évidemment on bute sur toutes ces transformations qui viennent percuter les gens qui n'en ont déjà plus du temps. On leur demande des résultats, on leur demande du reporting, on leur demande de faire mieux avec moins, et en plus tu vas faire différemment. Ça fait beaucoup, franchement. Où on voit de plus en plus d'enquêtes sociales, de baromètres sociaux qui sont quasiment en temps réel. C'est presque, est-ce que tu te sens bien aujourd'hui? Oui, non. Ouais. Un management qui est de plus en plus horizontal, l'expérience salariée qui se développe un petit peu partout. Tout ça amène peut-être du recul par rapport aux discussions qu'on avait avant, où on écoutait avec beaucoup d'intention les corps intermédiaires pour dire mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la base? Est-ce que vous pouvez nous dire, etc. On a l'impression maintenant que le dialogue social est quasi ubérisé. Et que, à la limite, même quand certains syndicats viennent nous dire ça va pas du tout, etc., on peut leur dire, vu les dernières enquêtes, nous on trouve que ça va plutôt bien. Oui, ça c'est amusant, ce que tu indiques. Serions-nous ubérisés? Pourquoi pas? Ce que je constate, c'est qu'on fait des enquêtes, de grandes enquêtes. D'ailleurs, on va chercher très loin et très cher ce que l'on peut avoir plus près et pratiquement... non, le dialogue social, c'est pas gratuit. Ça a un coût, c'est vrai, il faut le dire. Enfin, quand on va chercher du Gallup, tout fier parce qu'on a une bonne société de sondage américaine, et puis ça fait bien dans le paysage, et puis qu'elle vous dit oulala, vos indicateurs, c'est catastrophique. Bon, évidemment, il y a du catastrophisme au niveau de la DGRH. On dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà. La tentation de la démocratie directe, encore une fois, ça vaut dans l'entreprise comme au niveau national, c'est une tentation dangereuse, me semble-t-il. Quand on veut débrancher au plan national, d'ailleurs, la société civile organisée, ou quand on veut la débrancher dans l'entreprise, qu'on se passe des corps intermédiaires qui pourtant sont capables de recevoir les signaux faibles, de les amplifier, de les organiser et de les présenter, alors je pense qu'il y a un vrai danger. J'en viens à l'intelligence artificielle. Alors c'est assez intéressant parce que... Oui. Juste... Bon, il se trouve qu'en tant que président de la Fédération de la métallurgie, je tourne beaucoup dans les entreprises, évidemment. Je suis souvent dehors. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai un fil à la patte qui est ici. Je vous en dirai un mot. Mais si vous êtes dans une PME, vous savez que la métallurgie, c'est la moitié de l'industrie. C'est 3 millions, l'industrie, c'est 3 millions de salariés en France. La moitié, 1,5 million, donc c'est la métallurgie. Ça va de l'amont à l'aval. J'ai l'habitude de dire, même la Française des Jeux fait partie de la métallurgie. Il y a un représentant, je crois, qui est ici dans la salle. Il est là, voilà. Et c'est vrai, ça fait partie de la Convention de la métallurgie. Je vous expliquerai pourquoi un jour. Il se trouve que ça se transforme évidemment beaucoup. Si vous êtes dans une PME, PMI, ça va très très vite. J'étais il n'y a pas très longtemps dans une entreprise qui fait de la fabrication additive 3D. Si vous êtes allé à la fabrique de l'industrie, ou si vous êtes allé au Grand Palais ce week-end, vous avez vu que Carmat va fabriquer bientôt des cœurs en impression 3D titane, parce que c'est plus léger que ce qu'on fabrique actuellement. Vous êtes 25 personnes, la hiérarchie est à plat, vous savez plus, parce que quand vous visitez cette entreprise, qui est le patron, qui est l'employé, parce que tout le monde travaille ensemble dans un délai extrêmement court, parce qu'il faut fournir des choses très très rapidement. Si vous êtes sur le paquebot Airbus, vous comprenez bien qu'entre l'amiral qui est en haut et qui indique qu'on change de cap, et au niveau de la soute, ceux qui comprennent qu'il va falloir commencer à actionner un certain nombre de choses, il se passe un certain temps. C'est pas comme le feu du canon, mais quand même, il se passe un certain temps. Alors évidemment, l'anticipation devient absolument primordiale. Et oui, nous y travaillons, parce que j'ai pas envie que ça se transforme en Titanic. On a bien compris. Donc, et pendant ce temps, d'ailleurs, l'orchestre continuerait à jouer à l'étage supérieur. Non, mais bien évidemment qu'on descend là-dedans pour faire en sorte que... Et oui, on se transforme, bien entendu, on se transforme. Encore une fois, voilà, le temps du social n'est pas tout à fait toujours le temps de la politique, et pas tout à fait le temps du business. Donc il faut essayer d'harmoniser les deux. Voilà, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, un président de la République qui vient de
mesurer dans la rue et assez violemment. Alors sur l'intelligence artificielle, il y a peut-être des opportunités, puisque un syndicat, alors la CFDT d'ailleurs, a utilisé dernièrement l'intelligence artificielle pour essayer de voir dans quels endroits ils étaient le plus susceptibles pour les élections professionnelles d'attirer des votes. Donc assez intéressant. L'envers du décor, c'est plutôt l'intelligence artificielle avec la révolution, qui vont certainement détruire beaucoup d'emplois, en créer certainement, mais des différents. Ce qui veut dire, est-ce que votre avenir est lié aussi à l'avenir du travail et des formes de travail ? Alors, les formes de travail changent, c'est une évidence. Personne ne sait dire aujourd'hui si l'IA va générer plus d'emplois qu'elle va en détruire. On va pas se lancer dans un cours d'économie, mais oui, les choses se transforment très très vite. D'ailleurs, nous participons, enfin toutes les organisations syndicales le font, à des forums et à des réflexions de think tanks sur l'IA. On a eu tout à l'heure une petite vidéo sur la blockchain. Si on se projette dans l'industrie et qu'on couple l'IA avec la blockchain, par exemple, certains considèrent que c'est un détonateur plus violent que le nucléaire. Et qu'on va repenser tous les business models. Vous savez, je prends souvent cet exemple. Michelin ne livre plus des pneus à une compagnie aérienne. C'est un contrat, nombre d'atterrissages, nombre de décollages. On ne vend plus des pneus, c'est fini. On vend un service. Je t'assure, un nombre de décollages, atterrissages. Demain, vous imaginez qu'en réalité, on parle par exemple de voitures électriques. Non, on n'en est plus là, on parle de mobilité. Ça change tout. Tout. Donc oui, ça se transforme à la vitesse grand V. Oui, nous y travaillons. Oui, nous-mêmes, nous appliquons ces éléments-là. J'entendais tout à l'heure madame qui a expliqué sur les MOOC ce qui était en train de se passer. On le fait nous-mêmes. Tu as cité la CFDT, tu as raison, mais je crois que toutes les organisations le font. En ce qui nous concerne, par exemple, nous livrons dans 15 jours via RapidMOOC. Vous voyez, c'est un outil à disposition, des petites vidéos pour faire du e-learning avec nos équipes, simplement parce qu'on a un effet de masse qu'on ne sait pas traiter autrement. Voilà, il faut aller très très vite et avec un grand nombre de personnes. Et à raison de 20 dans une salle, ça passe pas. Donc il faut passer par autre chose. Mais oui, on s'applique à nous-mêmes cette transformation. Est-ce que ça va nous faire disparaître ? Je ne crois pas du tout. Au contraire, je pense qu'on a un grand avenir. Et alors, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les jeunes, moi j'ai oublié de vous le dire, mais je vais vous le dire quand même. Ça c'est un petit message personnel à l'adresse des RH. Sur les jeunes rêvent de workplace, de transformation. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude qui est sortie par l'enquête de Shared Workplace Management de l'ESSEC, qui dit que les étudiants se montrent particulièrement conservateurs sur leur futur espace de travail. Ils veulent de bons vieux bureaux fermés et de bons chefs. C'est amusant, non ? Voilà, c'est un petit message subliminal. Ils veulent pas de baby-foot, alors forcément. Non, alors les baby-foot, attendez, excusez-moi, les baby-foot, vous envoyez... Et les chief happy officers... D'ailleurs, comment ça se passe ? Je vais vous dire comment ça se passe. Quand vous avez... Je prends l'exemple d'Airbus. Airbus, c'est un porte-avions. Excusez, vous me permettrez l'image. Un porte-avions ne se déplace jamais seul, d'accord ? Jamais. Il en a au-dessus, à côté, dessous. Il y en a partout. Qu'est-ce que fait un groupe comme celui-là ? Il fait turbuler à sa périphérie un certain nombre de start-up, d'accord ? C'est comme ça que ça se passe. On fait turbuler à la périphérie. On regarde pas toujours, on n'est pas toujours très très regardant sur le code du travail, parce que bon, sinon. Mais bon, voilà, on fait turbuler, etc. Puis après, on se nourrit de ce qui est donné, apporté par ces équipes. Et c'est le seul moyen d'opérer cette transformation plus rapidement, évidemment. Voilà, donc vous voyez que c'est comme ça que ça va se transformer.